En la encina nos acompaña Alain Damasio, uno de los maestros de la ciencia ficción francesa contemporánea. Damasio nos confronta con una tecnología que, en lugar de contribuir a nuestra emancipación, nos encarcela y nos aleja de nuestra propia naturaleza. La Encina somos una revista digital que quiere servir de medio de análisis político, social y cultural, con una voluntad transformadora y sobre todo independiente. Alain Damasio es uno de los maestros de la ciencia ficción francesa contemporánea. Sus 3 novelas y sus múltiples relatos han obtenido un éxito rotundo, tanto de crítica como de público en el país galo. Su obra gira en torno a temas como el transhumanismo, el control social o la dependencia que tenemos cada día más a las redes sociales. La ciencia ficción y la anticipación le permiten situarse en escenarios distópicos en los que el ser humano vive sometido a un sistema ultraliberal que utiliza las herramientas digitales como modo de apaciguamiento y de sumisión. Un futuro que a muchos de nosotros nos resulta cada día más presente y más concreto. Damasio nos confronta de manera brutal con una tecnología que, en lugar de contribuir a nuestra emancipación, nos encarcela de alguna manera y nos aleja de nuestra propia naturaleza, de nuestros instintos y de las capacidades que cada ser humano tiene para relacionarse. Una tecnología que nos convierte en seres dependientes, frágiles y manipulables. Bonjour Alain Damasio, merci de nous accueillir ici dans la merveilleuse Villa Albertine à San Francisco. Est-ce qu'il faut renoncer à la technologie pour être heureux? Non, je ne pense pas qu'il faille y renoncer parce que la technologie nous construit, elle nous aide, elle nous facilite la vie, elle nous rend les choses beaucoup plus fluides. Donc elle est un élément, je pense, du bonheur quotidien. Par contre, je pense qu'on doit trouver un art de vivre avec la technologie. Et cet art de vivre, on ne l'a pas trouvé. En tout cas, on ne l'a pas trouvé avec le monde numérique et les réseaux. C'est extrêmement récent, le monde numérique. Ça apparaît au milieu des années 90. Et on a pris cette vague numérique vraiment sur la tête, sans avoir le temps de construire un mode de vie intelligent et sobre par rapport à ces technologies. Donc moi, c'est vraiment une notion de modus vivendi ou d'art de vivre à trouver avec la technologie qui nous manque aujourd'hui. Donc moi, j'aime bien dire il nous manque un épicurisme technologique, c'est-à-dire au sens vraiment où Épicure disait et arrivait à classer les désirs entre les désirs vains, superflus et les désirs vraiment authentiquement nécessaires pour l'élévation de l'homme. Et j'ai envie de dire, cette dissociation des désirs pour éliminer tous les désirs qui sont liés à des notions de dépendance, de facilité, d'outillage de la paresse, et conserver dans la technologie ce qui vient outiller nos puissances et les comportements dignes et nobles. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et il y a vraiment je pense, une sobriété absolument nécessaire dans l'utilisation de la technologie qui fait qu'on le vivra de façon heureuse. Voilà, qu'on la vivra de façon heureuse. Donc on peut être heureux, mais à condition de réinventer cet art de vivre avec la technologie qu'on n'a absolument pas réussi à construire encore. Que dire à ceux qui pensent qu'aller contre la technologie ou la mettre en doute, c'est un peu aller contre le progrès humain tout court? Ouais, ça me fait assez sourire parce que c'est croire que le progrès humain se confondrait avec le progrès de la technologie. Or, la technologie, évidemment qu'elle apporte des choses, elle a conjuré les maladies, elle nous a protégés contre le froid, elle climatise nos existences, etc. Bien sûr, il y a des apports qui sont absolument fabuleux pour le progrès humain, mais il est évident que si je te prends par exemple la bombe nucléaire, si je te prends l'armement, si je prends les missiles, si je prends tout un ensemble de technologies qui maximisent les dépendances, ces technologies-là sont régressives, quoi. C'est-à-dire qu'elles nous ramènent à la barbarie la plus authentique. Voilà. Aujourd'hui, si Poutine décidait de lâcher l'arme nucléaire sur l'Ukraine, tu comprends bien que le progrès technologique, on aurait un peu de mal à considérer que c'est un progrès pour l'humanité, quoi. Donc, moi, ça me fait sourire, voilà, de voir qu'on met en parallèle ces deux éléments-là, comme si ça allait de soi que d'améliorer la technologie, améliorer la condition humaine. Il y a effectivement plein de bifurcations où la technologie, au contraire, est une atteinte et une attaque aux dimensions les plus nobles de l'humanité. Donc, T'aimes bien opposer le concept de puissance d'exister de Spinoza avec le pouvoir qui peuvent nous donner les nouvelles technologies. En quoi elle est meilleure l'un que l'autre? Pour moi, c'est une distinction qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que c'est un critère de distinction
dans l'intérêt et l'apport de la technologie qui est absolument décisif. C'est-à-dire que le problème qu'on a très souvent, c'est que les gens considèrent la technologie comme neutre et ils te disent, bon, bah, finalement, la technologie, on ne peut pas la condamner ou l'adouber au sens où elle dépendrait de l'utilisation qu'on en fait. En réalité, premièrement, la technologie n'est pas neutre dans sa conception, dans sa construction, dans son financement, dans les projets de recherche qui sont financés et ceux qui ne le sont pas. Mais surtout, il y a vraiment comme une espèce de bicouche comme ça d'apport qu'il faut vraiment dissocier. C'est-à-dire que, évidemment que la technologie nous donne du pouvoir. C'est pour ça qu'elle est faite. C'est-à-dire elle nous donne de la maîtrise sur le monde, elle nous permet de terraformer, elle nous permet d'arraisonner la nature, elle nous permet d'avoir la main sur les choses. Donc il y a un accroissement de pouvoir. Ça, c'est évident. C'est pour ça qu'elle est construite. Il y a d'autres rapports au monde, mais le rapport que la technologie a au monde, c'est un rapport de pouvoir. C'est-à-dire qu'on doit contrôler la matière, on doit la maîtriser, on doit la soumettre à notre volonté, etc. Mais quand tu fais ça, tu as deux possibilités. Soit ça accroît en même temps ta puissance, soit c'est-à-dire que ça te permet de faire des choses que tu ne pouvais pas faire auparavant. Je te donne l'exemple de l'écrivain. Tu vois, l'écrivain, s'il travaille avec un traitement de texte, moi, ça me donne la capacité et la puissance de corriger mon texte indéfiniment, en ayant tout le temps un paragraphe parfaitement net. Moi, au début, j'écrivais sur cahier, je raturais une fois, deux fois, trois fois, et après, c'était absolument illisible, et ça nuisait même à ma capacité à reconstruire la phrase et à avoir une phrase qui soit fluide. Donc le traitement de texte, il accroît à la fois mon pouvoir et ma puissance d'écrivain. Voilà. Mais la puissance, c'est quelque chose d'extrêmement important et de beaucoup plus viscéral, c'est-à-dire que c'est vraiment le conatus spinosis, c'est-à-dire c'est la puissance de persévérer dans son être, c'est la puissance d'aller au bout de ce que tu peux. Donc c'est toutes les choses que tu peux faire toi-même avec tes propres facultés cognitives, avec ta puissance d'imagination, ta puissance de mémorisation, ta puissance d'orientation, toutes les capacités qu'on a en tant qu'être humain, et les puissances physiques aussi évidemment, appartiennent à cette dimension du conatus et de la puissance. Et pour moi, c'est comme ça qu'on devient très humain plutôt que transhumain, c'est-à-dire qu'on arrive à habiter notre humanité et à lui donner le maximum de rayonnement, le maximum d'intérêt, le maximum d'intensité. Mais si à un moment donné, tu préfères utiliser la machine pour externaliser cette puissance, pour la déléguer et demander à la machine d'assurer tes propres puissances, tu comprends bien qu'au bout d'un moment, ces puissances vont décliner, vont se dévitaliser, parce que c'est la machine qui va les faire à ta place. Tu vois, l'exemple que je donne souvent, parce qu'il est très simple, très clair, c'est si tu utilises le GPS ou les outils de géolocalisation, tu vas avoir effectivement le pouvoir, là à San Francisco, j'ai le pouvoir d'aller à telle rue, tu vois, au 2534 Mission Street, grâce aux applications. Tu vois, mais je vais absolument rien mémoriser de la ville parce que je vais regarder l'appli et puis je vais me laisser guider par sa capacité d'orientation sur la carte et j'aurai le pouvoir d'arriver effectivement à mon cocktail comme hier soir. Mais si tu veux, une ville, ça ne se résume pas à aller d'un point à un autre. Une ville, c'est déjà une capacité de mémoriser les bâtiments principaux, de mémoriser l'orientation de la ville, où se trouve le Pacifique, où se trouve la baie, où se trouvent les collines, où se trouve la tour Americana, comment se situe Market Street qui va couper la ville en deux, etc. Tu as besoin de repères pour avoir une espèce de vécu, une espèce d'immersion dans la ville. Et ensuite, une capacité d'orientation, c'est-à-dire de déterminer où est le sud, le nord, est-ce que là je vais plutôt vers Fisherman's Wharf, est-ce que là plutôt je vais dans l'RPI, ou est-ce que je vais vers Golden Gate Park, etc. Toutes ces choses-là, il faut que tu aies une carte que tu as mentalisée. Donc ta puissance d'orientation, de spatialisation, de mémorisation, elle va jouer et c'est elle qui va construire la ville en toi. C'est-à-dire que c'est elle qui va faire que San Francisco, ça va être autre chose qu'une carte sur laquelle tu te diriges comme un robot, comme une driver's car, pour aller au point où tu veux. Donc ça, c'est la puissance. Et ça m'intéresse beaucoup, que l'être humain continue à investir cette puissance-là. Le problème, c'est qu'effectivement, les applis qu'on a aujourd'hui, les logiciels, les plateformes, etc., sont là pour outiller notre paresse et ne plus utiliser ces puissances intérieures comme au quotidien. Voilà. Donc ça donne quelque chose qui, pour moi, résulte dans une sorte de courbe de dévitalisation que je trouve dramatique, que je trouve grave. Mais si tu veux, il y a plein de moments dans l'histoire humaine où effectivement la courbe du pouvoir est allée de pair avec la courbe de la puissance. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a un croisement des courbes. C'est-à-dire que le pouvoir continue à augmenter, mais la courbe de la puissance, tu vois, il y a eu un croisement, je ne sais pas, moi je le situe dans les années 70-80, c'est-à-dire que où l'hypertrophie technologique, l'espèce d'accumulation technologique devient superflue, devient un peu arbitraire et ne se
ne résulte pas en un accroissement de la puissance. En fait, dans les années 80, dans les années 90, je me souviens de MySpace, tous ces réseaux sociaux qui commençaient à émerger bien avant Facebook. Et c'était un truc un peu de geeks, c'était un peu un truc ou bien des spécialistes, des gens qui travaillaient dans le métier de la technologie, etc. Mais c'était vraiment, les gens, ils regardaient ça avec plutôt de la méfiance, pour pas dire du mépris. Et aujourd'hui, ça s'est complètement généralisé. Tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur Instagram. Comment on est arrivé là? Moi, je crois que, tu vois, justement, ce critère pouvoir-puissance sur les réseaux sociaux, il est extrêmement intéressant aussi. C'est-à-dire qu'au départ, le réseau social, quand il apparaît, il est là pour te donner le pouvoir de te connecter à des gens qui sont loin, à des gens que tu ne peux pas voir immédiatement, à des gens qui sont dans d'autres villes, dans d'autres pays, à des gens qui sont voilà, dans le même pays que toi, mais que tu n'as pas la chance de pouvoir rencontrer souvent, etc. Et les réseaux sociaux, au départ, te donnent ce pouvoir. Donc, c'est fascinant, ça donne une sorte d'ubiquité, tu vois, ça te permet d'être en relation sans avoir besoin d'être dans le même espace, au même moment, etc. Et puis, tu te rends compte que ce pouvoir-là, il fait que ça démultiplie les connexions que tu as avec les gens, mais ça te fait perdre en qualité, pour moi, de relation, en qualité de lien. C'est-à-dire que moi, je suis dans un état aujourd'hui où, juste avec le mail, sans même parler des réseaux sociaux, j'ai beaucoup trop de connexions avec des gens et très peu, finalement, de liens authentiques, de liens habités, de liens creusés, de liens profonds. Ma qualité de lien, ma puissance de lien est en train de se dégrader, alors que mon pouvoir de lien n'a pas cessé d'augmenter. Voilà. Et au bout aucun être humain n'est fait pour supporter 100 relations à la fois, pour mener 100 relations à la fois. Je ne te parle pas des gens qui ont 400, 600, 800, 1000, si tu veux, personnes sur leurs réseaux sociaux avec lesquels ils sont en communication. Donc qu'est-ce que ça produit? Ça produit une indisponibilité temporelle qui fait que tes relations simplement se résument à des échanges superficiels extrêmement rapides et tu ne peux plus creuser, tu ne peux plus rentrer dans une relation authentique. Et pourquoi, tu me dis, alors pourquoi on en est arrivé là? Je pense qu'il y a le piège du pouvoir, donc c'est extraordinaire et toujours jouissif de se dire, tiens, j'ai un ami de plus, j'ai une relation de plus. Tu vois, tu as l'impression d'accroître ton champ social, ton champ relationnel, donc tu te fais piéger un peu par ce truc-là. Et après, je crois que le réseau social, c'est très compliqué parce que psychologiquement, moi, j'ai le sentiment que ça vient filtrer, tamiser, protéger aussi la façon dont on vit nos relations sociales. C'est-à-dire que tu es connecté à 200 personnes, par exemple, tu vas commencer à filtrer, tu vois, à ghoster certaines personnes que tu n'as plus trop envie de côtoyer, à en choisir d'autres, à répondre de façon asynchrone parfois à des sollicitations directes, immédiates, de prendre le temps d'y répondre. Donc tu finis par gérer tes relations sociales comme si tu étais au milieu d'une régie de contrôle et que tu déterminais les gens avec qui tu veux parler, les gens avec qui tu veux moins parler, tu pouvais les filtrer, etc. Et ça, c'est une sorte de contrôle sur ton environnement social que je pense est jouissif pour les gens. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une jouissance à piloter ta vie en disant « Ok, je pousse ça, je pousse ça ». Avant, tu allais dans ton village, tu allais au boulot et tu supportais simplement l'ensemble des gens qui sont là, qui sont tes collègues et tu les subis et tu ne peux pas trop gérer ça à distance. Et là, tu es vraiment dans une régie de contrôle. Peux-tu aussi nous parler un peu de quels sont les moyens, les techniques qu'utilisent les GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, etc., pour nous rendre plus dépendants de ces outils? Au départ, quand Facebook se crée, ce n'est pas un système qui comporte un business model, c'est un système de relations tout simplement entre les gens et qui va fluidifier, faciliter ces relations par l'outil numérique. Donc tu te dis pourquoi pas, ça permet effectivement une communication à distance qui est intéressante. Et à un moment donné, ils décident, une fois que la base d'utilisateurs devient très importante, ils décident de monétiser, c'est-à-dire ils décident de marchandiser la relation sociale. Donc ça, pour moi, c'est une révolution dans le rapport humain, c'est presque une révolution anthropologique. C'est-à-dire que jusqu'ici, les rapports humains qui se produisaient ne généraient pas de plus-value, ne généraient pas de valeur. C'est-à-dire que tu vas dans un café, ok, la personne va te vendre une bière, mais en réalité, elle te vend une bière. Elle n'extrait pas de la plus-value sur le fait que tu discutes avec tes amis, avec tes copines, etc. Il n'y a pas de plus-value extraite sur le lien lui-même, sur l'échange lui-même que tu as avec les gens qui sont là dans le café. Ils extraient une plus-value sur le fait de servir une bière ou à manger. Là, il y a une révolution et il y a un coup de génie ou un coup de mauvais génie, tu vois, un coup de génie du mal, qui est de se dire l'amitié elle-même, l'échange interhumain lui-même, peut devenir source de profit. Voilà. Mais pour que ça devienne source de profit, ça implique une traçabilité absolument exhaustive sur tous les échanges, c'est-à-dire que tous les échanges
informatiques donc, que tu as avec les gens, parce que c'est des échanges informatiques, c'est-à-dire qu'ils produisent de l'information. Toutes ces informations produites quand tu échanges avec les autres, on va les récupérer, on va effectivement faire du big data, on va les orpailler, et à partir de cet orpaillage, on va déterminer des modèles de comportement. Voilà, on va réussir à en tirer des patterns de comportement, et ensuite ces patterns de comportement vont être vendus à des annonceurs, parce que le vrai client, c'est pas toi, c'est l'annonceur, c'est-à-dire l'entreprise qui veut vendre ses produits, et on va vendre ton pattern de comportement à la bonne entreprise, au bon moment. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est pas simplement vendu à ces entreprises selon leurs demandes, c'est vendu dans un timing, dans un rythme, à la bonne cadence, au bon moment, en temps réel. Et ça, c'est complètement nouveau dans le marketing. C'est-à-dire qu'avant le marketing, voilà, on te faisait des panneaux, des spots publicitaires, etc. Mais on ne t'amenait pas le spot ou les panneaux pile au bon moment pour que tu cèdes, tu vois. Et là, la grande nouveauté dans l'alignation, c'est qu'on est capable de processer la publicité ou la sollicitation pile au moment adéquat où tu vas être sensible à son apport, quoi. Donc, il y a quelque chose de vraiment très nouveau là-dessus. Après, sur ce qui est utilisé, ils ont utilisé tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le business model est fondé sur l'exploitation de la plus-value sur l'échange social, ça veut dire que l'échange social doit être le plus intense possible, le plus fréquent possible, et que tu dois passer le maximum de temps sur la plateforme. Donc il y a un problème de comment on maximise le temps que les gens passent sur Facebook, tu vois, ou sur n'importe quel, sur Instagram, sur WhatsApp, etc. Et là, ils ont, et c'est ça finalement j'ai envie de dire l'horreur, mais en tout cas le scandale que représentent les réseaux sociaux, c'est qu'on a décidé d'utiliser des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, des comportementalistes, des behavioristes, etc. Et on a utilisé absolument tous les biais cognitifs présents dans l'esprit humain comme des failles d'accès, pour maximiser la manipulation des utilisateurs. Donc un exemple par exemple, très connu, c'est la boîte de Skinner, c'est The Skinner Box, qui est créée à la fin des années 20. Donc c'est un comportementaliste qui fait des expériences sur les pigeons et sur les rats. Et il a cette idée assez dingue qui est de dire, bon voilà, je mets une espèce de tirette et le rat, il peut appuyer dessus et ça déclenche la nourriture. Et au début, il fait comme Pavlov, tu vois, il y a une grille électrifiée, etc. Donc il y a des renforcements négatifs par l'électricité, il y a des renforcements positifs par la nourriture. Et quand il appuie sur la tirette, on lui donne par exemple, 4 bâtonnets de nourriture. Et il réappuie, on lui donne 4 bâtonnets. Et quand c'est comme ça, c'est-à-dire quand il y a une certitude de la récompense, le mammifère qui est le rat s'auto-régule. Voilà. Il ne mange pas tout le temps, il appuie quand il a besoin, il sait qu'il aura ses 4 bâtonnets et basta. Et Skinner a cette idée de dire, on va rendre aléatoire la récompense. C'est-à-dire que parfois on lui donnera 2 bâtonnets, parfois on lui donnera 0, parfois on lui donnera 10 bâtonnets, et on va faire varier aléatoirement le système de récompense. Et là, il se produit quelque chose d'hallucinant, c'est que le rat rentre dans une frénésie, et il n'arrête pas d'appuyer sur le bâtonnet. C'est-à-dire qu'il ne peut plus s'autoréguler, il est dans l'incertitude, et cette incertitude crée une addiction à la tirette. Voilà. Et ça, la première application qui a été faite, c'est très connu, hein, c'est des choses qui sont très connues maintenant. La première application qui a été faite de ça, c'est dans les machines à sous à Las Vegas. Voilà. De dire, hop, tu gagnes, tu perds 10 fois, oh, tu regagnes quelques pièces, puis tu perds 10 fois, puis tu regagnes beaucoup, etc. Et ça, c'est beaucoup plus addictif pour un mammifère que n'importe quel autre système lié à la certitude. Alors après, il y a des explications, enfin tu vois, moi j'en ai parlé à des gens qui travaillaient en biologie, etc. Ils t'expliquent que c'est la même mécanique que la chasse, où tu vas chasser, rater la proie, puis tout d'un coup avoir une grosse proie, puis rater, puis jeûner pendant 3 jours, puis à nouveau avoir une proie. Et c'est pareil que la cueillette aussi, tu vois, où la cueillette, tu trouves tout d'un coup une zone où il y a énormément de baies, et une autre zone. Et ces mécanismes-là sont construits très profondément, tu vois, rooted vraiment dans l'esprit. Bon, en fait, on est dans la Bay Area. Tu es venu ici un peu aussi pour connaître un peu plus sur les nouvelles technologies et utiliser ça dans tes prochains bouquins. Et tu as rencontré plein de spécialistes, plein de gens qui s'y connaissent, des chefs d'entreprise, des GAFAM. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as appris de ces rencontres? Bon, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu vraiment une dizaine de personnes dans des cadres vraiment très haut placés à Google, à Facebook, à Apple, travaillant à Oculus, travaillant à Twitter, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà, il y a une différence de culture d'entreprise qui est très grande entre
entre ces monstres des GAFAM. Par exemple, les pires, j'ai envie de dire, en tout cas ceux qui exploitent le plus et qui rendent le plus dépendants les utilisateurs, c'est Google et Facebook, parce qu'ils utilisent réellement nos traces pour les vendre aux annonceurs. Donc eux, il y a une espèce de travail de manipulation constant, de maximisation de la dépendance constante dans ces boîtes-là, alors que ça va être extrêmement différent sur Apple, par exemple, qui va travailler, qui a vraiment une culture de protection des données, mais qui reste une société de l'après-guerre industrielle avec une culture du secret très forte, une hiérarchie importante, et donc qui fonctionne absolument pas de la même façon, alors que nous, on a tendance à dire les GAFAM, c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. Les cultures sont très différentes. Google est beaucoup plus ouvert dans l'accès. On a des logiques vraiment différentes. Twitter, par exemple, moi je ne le savais pas, je ne l'avais pas compris, mais Twitter utilise très très peu nos données. Son business model n'est pas fondé sur l'utilisation des données des utilisateurs pour derrière les manipuler. C'est plus lié à des pubs qui vont mettre dans le flow, etc. Donc c'est pas des modèles économiques qui sont les mêmes, donc l'impact sur le quotidien est différent. Ensuite, il y a les tendances de fond. Voilà. Donc la tendance de fond, effectivement, qui apparaît en ce moment et que j'ai vu ici, c'est le métaverse, quoi. Donc le métaverse, c'est-à-dire cette idée de embody the Internet, c'est-à-dire que l'Internet et les réseaux soient en quelque sorte incarnés, enfin ce qu'eux ils appellent incarné, parce que pour moi c'est pas incarné de mettre des lunettes Oculus et une combinaison haptique, comme ils disent, mais pour eux ils le vivent comme une incarnation. Voilà, c'est-à-dire que désormais on va se balader à l'intérieur d'univers créés, donc soit par des créateurs, des artistes, soit créés par les gens eux-mêmes, donc ils sont en train de développer tout un ensemble d'outils pour que les gens puissent créer leurs univers, et que tu te balades à l'intérieur de ces univers-là, que tu les partages avec d'autres. Donc c'est essayer de déplier le réseau social en 3 dimensions, avec cette notion d'immersion très forte que permet évidemment le casque de réalité virtuelle. Donc c'est pour moi un pas supplémentaire dans en fait la dématérialisation, dans l'extraction du monde réel pour ce monde virtuel et simulé, c'est-à-dire que on maximise encore une fois la simulation comme étant le nouveau réel désirable et enviable, et on essaye de faire que les réseaux sociaux deviennent encore plus prégnants, encore plus intenses, pour que les gens y passent encore plus de temps et qu'ils partagent ensemble des univers au lieu de partager simplement des messages. Voilà. Aujourd'hui, on partage des photos, on partage des vidéos et on partage des messages. On va dire que c'est les 3 choses qu'on partage sur les réseaux sociaux. Là, on va partager carrément des univers. Voilà. Et le métavers, c'est ça. Donc moi, je ne l'avais pas compris comme ça avant de devenir. Je n'avais pas compris aussi qu'il voulait créer un business model du métavers lui-même. Donc on prélèvera aussi les traces de ce que tu fais dans le métavers. Et je veux dire, avec l'immersion que permet le métavers, tu auras encore plus d'impact sur les gens, parce que l'expérience, effectivement, de la réalité virtuelle, elle est plus intense, elle laisse une mémoire. Moi, j'ai testé un peu les casques ici, Oculus et quelques jeux. Tu te rends compte, quand tu as quitté le casque, tu rentres à la maison, etc., que ça te laisse des souvenirs, ça te laisse une mémoire. Et c'est très différent que de te laisser une information. Je veux dire, aujourd'hui, tu m'envoies une photo, une vidéo, un message, ça me laisse une information, tu vois. Là, ça me laisse un souvenir, c'est différent. Donc tu te rends compte que l'empreinte, elle va être beaucoup plus forte. Et le problème, c'est que ça serait génial si on allait dans les univers des autres et que tout ça soit gratuit et que tout ça ne génère pas du profit. Mais le fait qu'on s'en sert pour générer du profit signifie qu'on va te manipuler, tu vois. Et donc, on rentre dans des systèmes d'aliénation qui sont l'inverse de la promesse de libération et d'émancipation qui était celle de la contre-culture et de la Silicon Valley à ses débuts. Voilà, on est complètement à l'opposé de ce qu'on avait promis, quoi. Mais alors, quel est le but ultime? Qu'est-ce que tu penses? Comment tu vois ça? Quel est le but ultime des GAFAM? Qu'est-ce qu'ils prétendent à la fin? Moi, je trouve que c'est une très bonne question parce qu'en réalité, il y a une dimension pragmatique qui est très clair, très simple, c'est on va maximiser les profits, on va essayer de faire encore plus d'argent sur des bases d'utilisateurs encore plus vastes. Aujourd'hui, on a des bases, tu vois, une entreprise comme Google, si tu regardes avec YouTube, etc., tu es autour de 5 milliards d'utilisateurs. Aucune entreprise dans le monde avait réussi à atteindre des tels taux de bases installées d'utilisateurs. Avant, quand tu vendais des Chrysler, quand tu vendais des voitures, etc., quand tu étais une pétrolière, il y avait un certain nombre de gens qui utilisaient tes produits, mais pas 5 milliards, tu vois. Donc on est sur une logique hégémonique qui est quand même assez délirante. Donc il y a cette idée d'encore plus maximiser évidemment le profit. Donc ça c'est une logique pragmatique, capitaliste, classique que tout le monde comprend. Mais pour moi elle se double de couches qui sont des couches spirituelles ou religieuses ou para-religieuses
ou politique. Voilà. Et là, c'est très intéressant, c'est ce que j'ai découvert aussi ici à Silicon Valley, c'est qu'il y a des courants. Voilà. Il y a des courants transhumanistes, ici ils sont très clairs, et il y a plusieurs courants transhumanistes, c'est pas forcément les mêmes. Et dans le courant transhumaniste, il y a quand même l'idée que, évidemment, que l'humain doit être augmenté, d'accord, que l'humain tel qu'il est aujourd'hui, dans ses capacités, sa puissance, j'ai envie de dire normale, est insuffisant et qu'il faut l'augmenter. Et on essaye de faire passer cette idée aux gens, c'est-à-dire que de faire passer cette idée que ta mémoire telle qu'elle est aujourd'hui, tes capacités physiques telles qu'elles sont aujourd'hui, ton intelligence, ton imaginaire tels qu'ils sont aujourd'hui en tant qu'être humain normal, sont insuffisants par rapport à ce qu'une machine pourrait faire, par rapport à ce qu'une IA pourrait faire, et par rapport à ce que toi tu pourrais faire si jamais on te donnait, tu vois, des augmentations technologiques pour le faire. Donc insidieusement, on essaye de faire passer l'idée que tu es insuffisant, tu vois, que ce dont la nature t'a doté est insuffisant. Donc il y a ce courant-là, mais ce courant-là, en réalité, il n'est pas démocratique du tout. C'est plutôt les gens riches qui ont envie de se doter de cette supériorité technologique et de s'augmenter comme humains, ce qui leur permettra évidemment d'asseoir encore plus leur pouvoir. Donc il y a ce courant-là, je pense, qui est quand même assez net. Après, moi, je sens, mais c'est un courant qui me paraît inconscient, je sens un courant encore plus fort qu'avant vers la désincarnation. Voilà. Vers une dématérialisation qui est de plus en plus forte. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que la Silicon Valley, elle a un gros problème avec le corps. Voilà. Et c'est lié à plein de sources religieuses, etc. C'est lié à une sorte d'éthique puritaine, c'est lié à beaucoup de choses, à mon avis. Mais on sent bien que le corps est un problème pour ce monde-là, parce que le corps, c'est matériel, le corps a une finitude, le corps t'oblige à être ici et maintenant, alors qu'ils ont envie d'avoir une ubiquité totale. Le corps ne circule pas à la vitesse lumière, et que du coup, tout ce qui est en train de se passer sur les métavers reviennent en fait à simuler le corps dans un autre espace, dans un espace d'information, et pas du tout à accepter que le corps doit être le premier vecteur de la vie sociale. Voilà. Donc ça, moi, ça me pose beaucoup de problèmes, parce que tu as vraiment le sentiment, et surtout à San Francisco, on le voyait, je le vois beaucoup. Il y a plein d'indices. Quand tu es écrivain, tu cherches les indices, tu cherches les signes faibles, tu cherches des petits détails qui vont te révéler des choses qui ne sont pas forcément dites, qui font l'objet d'aucun discours. Et après, tu croises ça avec les gens qui t'expliquent dans les cafés de San Francisco, qu'ils viennent se voir, qu'il y a groupe de filles, groupe de mecs, que ça se mêle pas beaucoup, et que ensuite les gens sortent et utilisent Tinder, tu vois, pour essayer de trouver, consommer du sexe, tu vois, le soir. Et tu te dis, putain, ils sont obligés d'utiliser une application alors qu'ils étaient là en chair et en os dans un bar et qu'ils auraient pu se séduire, se draguer, machin. Non, ils vont passer sur Tinder pour réussir à faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire dans le réel. Tu vois, il y a plein d'indicateurs comme ça. Et ensuite, tu as le métaverse où les gens te disent, mais regarde, c'est génial, je joue au foot dans le métaverse, j'ai une combinaison haptique et quand on me tire dessus avec le ballon, je sens par la combinaison haptique qu'on a, tu vois. Et le gars, il t'explique ça avec beaucoup d'enthousiasme, si tu veux, beaucoup de... Et toi, tu as envie de lui dire, mais tu as un parc qui est juste à 100 mètres, tu pourrais jouer au foot, pourquoi tu le fais pas, quoi, tu vois? Tu vas me dire que dans le métaverse, on peut lancer un frisbee et que c'est génial, et il suffit de descendre, et tu vois? Et là, tu comprends qu'il y a quelque chose qui se joue. Donc il y a un problème dans le rapport au corps, il y a un problème dans l'incarnation, il y a un problème dans le fait de confronter ton corps au corps de l'autre, dans l'altérité du corps de l'autre. Et je trouve que ça, c'est une tendance de fond de la Silicon Valley qui, moi, m'inquiète, voilà, et qui signifie que les gens qui créent ce monde, qui sont des mâles blancs américains pour la plupart, et on voit qu'il y a très peu des Asiatiques aussi, hein, mais sinon il y a très peu de mixité, et ces mâles blancs américains puritains ont un problème avec le corps, ils sont en train d'inventer pour le monde entier une société où le corps est géré par des interfaces. Voilà. Ah, en fait, nous, on est d'une autre génération, on est né avant que tous ces réseaux, toute cette révolution technologique soit mise en place. Mais comment ils vont s'en sortir, les gamins qui n'ont pas ces points de repère, qui n'ont pas cette comparaison d'un monde où la technologie, elle n'était pas omniprésente? En fait, la révolution, elle est, tu sais, on parle de révolution digitale, numérique, etc. C'est une vraie révolution anthropologique. C'est-à-dire que vraiment, la technologie a complètement révolutionné, cette technologie-là, hein, démocratisée, quotidienne, qui est celle du smartphone, elle a complètement révolutionné et nos rapports aux autres, et nos rapports au monde, et le rapport qu'on entretient avec nous-mêmes. Tu vois, c'est cette triple relation-là a été révolutionnée. Ce qui fait qu'on ne travaille plus de la même façon, on séduit plus de la même façon, on s'amuse plus de la même façon, on échange plus de la même façon, etc. Tout a été absolument repensé. Donc on est dans un nouveau monde anthropologique. Et ceux qui arrivent, la nouvelle génération, elle est née dans ce monde-là, avec des fonctionnements sociaux qui ne sont absolument pas les nôtres, et avec aucun point de comparaison, comme tu le dis, avec ce qu'on... Et du coup,
bah, c'est une autre espèce. Pour moi, c'est un autre sapiens, c'est un autre Homo sapiens qui est en train d'émerger, quoi, tu vois. Et la question, c'est que cet Homo sapiens-là est soumis à ces technologies-là, est très dépendant de ces technologies-là. Comment il va devenir résilient à ces technologies? Comment, comme je disais au début, il va inventer un art de vivre avec elles? Comment il va résister? Comment il va se déconnecter aussi à certains moments? Est-ce qu'il va y avoir des hackers, des nouveaux types de hackers qui vont apparaître? Est-ce qu'il va y avoir encore une fois, c'est un épicurisme technologique qui va jaillir, sortir? Moi, je crois que toute la génération qu'on a eue, nous, c'est-à-dire 95, apparition de l'Internet grand public et du smartphone, enfin, en tout cas des téléphones cellulaires, on est donc en 2022, donc on a 27 ans après. En une génération, on n'a pas eu le temps de s'éduquer. Voilà. Personne s'est éduqué à l'utilisation de ces technologies. Donc, pour moi, la grande révolution, ça va être quand on va enfin commencer à éduquer les enfants à ce qu'est le numérique, c'est-à-dire éduquer ton enfant à utiliser un réseau social, éduquer ton enfant à utiliser une plateforme, éduquer ton enfant à jouer aux jeux vidéo, éduquer ton enfant au métaverse. Là, les choses vont changer. L'anthropologie va se modifier. Aujourd'hui, elle est archi-dominée par les GAFAM et ce qu'ils ont amené et leur système de dépendance. Et nous, on l'a juste subi. Voilà. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est que ma génération même de parents, moi je suis parent, tu l'es sans doute, etc. Et nous, on n'éduque pas nos gosses. Voilà. C'est-à-dire que je ne connais aucun parent autour de moi qui éduque ses enfants aux réseaux sociaux. Aucun parent autour de moi qui éduque ses enfants aux jeux vidéo. En disant, voilà, tel jeu vidéo est un jeu extrêmement addictif, fondé sur les boucles dopaminiques. Tel jeu vidéo est un jeu génial qui va t'ouvrir le cerveau, ouvrir ton imaginaire, te faire acquérir des capacités cognitives intéressantes. Et tu devrais jouer plutôt à ça qu'à ça. On le fait sur la vidéo et les séries télé. C'est-à-dire que tous les parents que je connais moi, autour de moi choisissent pour leurs enfants quelle série télé et quel film ils peuvent voir, ils doivent voir pour construire leurs imaginaires. Ça, on le fait à peu près. Donc il y a une éducation à l'audiovisuel, parce que l'audiovisuel est ancien, la télé est ancienne, et que maintenant, on peut donner des vidéos asynchrones. Mais je connais aucun parent, dans mon entourage, en tout cas en France, et pourtant je suis plutôt dans un milieu intello, d'artistes, machin, qui fait ce boulot. Mais en fait, en ayant un discours si politique, parce qu'à la fin, c'est un peu ça, pourquoi, au lieu de la science-fiction, du roman, tu n'as pas choisi d'autres disciplines comme la sociologie, je ne sais pas, la politique, pour t'exprimer, pour faire arriver ton message? Effectivement, j'aurais pu faire la politique, effectivement, je pourrais le faire sous forme d'essai, mais le roman reste quelque chose d'extraordinaire dans son ampleur de saisissement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'un roman, ça véhicule des affects, c'est-à-dire des émotions, des ressentis extrêmement puissants, ça véhicule ce qu'on appelle des percepts aussi, c'est-à-dire des modes de perception, des modes d'attention au monde. Tu apprends aux gens à voir quelque chose, tu les apprends à écouter simplement dans la façon dont tu décris les choses. Et puis après, tu vois, je dis n'importe quoi, là, j'ai fait ma chronique sur l'Apple Store ici. Ben, je pense que ma façon de décrire l'Apple Store, comme une grammaire de forme fondée sur les rectangles à bord arrondi, etc., fait que si un jour tu vas à l'Apple Store ou si un jour tu regardes vraiment les produits Apple, tu vas avoir une sensibilité très différente à cet aspect ultra lisse, au fait qu'on travaille sur le rectangle mais qu'on arrondit légèrement les bords, à cette grammaire de forme particulière. C'est-à-dire que ton mode d'attention va être modifié par la littérature. Tu vois. Donc c'est quelque chose de très important, comment la littérature modifie les modes de perception et d'attention. Et après, en roman, tu peux aussi véhiculer des idées, des concepts, des choses assez profondes. Et en plus, tu as toute la dimension de l'intériorité. Tout ça fait du roman quelque chose d'une ampleur colossale pour véhiculer à la fois une vision du monde, mais aussi une perception politique, mais aussi une réflexion, et sans enfermer les gens. Parce que dans un roman, tu as la faculté à faire de la polyphonie, c'est-à-dire à montrer comment tel personnage réagit à ton monde, tel autre, à les mettre en contradiction, en contraste, en différence. C'est-à-dire que tu ne manipules pas les gens d'une façon monomaniaque ou unilatérale. Au contraire, tu les mets dans un espace qui est comme stéréophonique ou tu vois, ou polyphonique, dans lesquels la personne va circuler et va pouvoir se construire sa propre vision, sa propre perception, sa propre réflexion. Et ça, c'est très beau parce que c'est émancipatoire. Voilà. Alors qu'un discours politique orienté où tu défends, en fait, tu fais voter les gens pour un programme, tu es forcément monodirectionnel. C'est-à-dire que tu vas forcément essayer de les manipuler pour arriver à un acte de vote. Et c'est la même chose sur un essai où généralement, tu vas véhiculer que des concepts, que des idées, et tu ne vas absolument pas toucher la dimension émotionnelle, sensorielle, perceptuelle. Et donc, c'est beaucoup plus pauvre ce que tu véhicules. Tu t'adresses simplement au cerveau rationnel. Donc, le roman est beaucoup plus fort. Et après, tu vas me dire pourquoi le roman de science-fiction ? Le roman de science-fiction, parce qu'on est à un âge d'or, pour moi, de la science-fiction. C'est-à-dire que la société n'a jamais été aussi technologique, elle n'a jamais été aussi immergée dans le champ technologique.
La technologie, on l'a constamment sur nous, puisque c'est le smartphone. C'est la dernière chose qu'on éteint le soir, c'est la première chose qu'on allume le matin. Elle est tout le temps autour de nous. On s'interface avec le monde en permanence, avec le smartphone et tous ces outils. Donc on n'a jamais été à un niveau aussi technologiquement, comment on appelle ça, enchâssé, quoi. Et du coup, moi, je considère que le genre le plus capable d'interroger ce que la technologie nous fait, c'est la science-fiction. Voilà. Pour moi, ça définit la science-fiction. D'ailleurs, tu intègres une grande école de commerce dans ta jeunesse, que tu quittes peu de temps après. Qu'est-ce qui s'est passé ? En France, on a un système qu'on appelle des classes préparatoires, voilà, qui est un système extraordinairement élitiste, mais en même temps méritocratique, parce que n'importe qui peut y accéder, si tu tentais que tu arrives à avoir les notes qu'il faut. Mais ce système-là qui dure 2 ans, il est extraordinaire parce que, pour moi, c'est comme entraîner des athlètes de haut niveau. Voilà, on t'entraîne intellectuellement aux mathématiques de haut niveau, à la philosophie de haut niveau, à l'histoire-géographie de haut niveau, en langue, etc. C'est-à-dire qu'on te fait progresser à un âge qui est hyper important, c'est un âge où tu as 17, 18 ans. À cet âge-là, franchement, c'est extraordinaire parce qu'on t'apprend à réfléchir, à penser, à mémoriser. On fait de ton cerveau quelque chose qui, honnêtement, de très beau, enfin de très bien développé. Et tout d'un coup, tu rentres dans ces écoles de commerce, après ces 2 ans où on t'a entraîné à faire des choses magnifiques, on devrait, une fois que les gens ont entraîné ces intelligences-là, on devrait leur faire de l'art, on devrait leur faire des organisations non lucratives, humanitaires, enfin on devrait utiliser cette intelligence à améliorer la situation du monde, tu vois, pour moi. Puisqu'on a sélectionné ces cerveaux, cette élite, et en fait, cette élite qu'on a sélectionnée, dès que tu passes la porte de l'école de commerce, la seule chose qu'on t'apprend, et d'une façon extrêmement bête, c'est à maximiser le profit des entreprises qui vont t'embaucher. Donc on te dit, voilà, tu vas être embauché d'entreprise, on va te mettre à très haut niveau très vite, surtout en France, où on te met tout de suite à des niveaux de directeur. Et là, dans ces postes-là, eh ben, tu vas maximiser les ressources humaines, c'est-à-dire que tu vas éliminer tous les gens qui ne sont pas assez productifs pour maximiser les bénéfices, tu vas exploiter les fournisseurs, tu vas manipuler les clients, les consommateurs. Donc on t'apprend toutes les méthodes pour réussir à extraire le maximum de plus-value. Donc on t'apprend à défiscaliser pour arnaquer l'État, en fait, c'est-à-dire nous, quoi, tu vois, nous les citoyens. On t'apprend à écraser les fournisseurs pour qu'ils te vendent le produit le plus bas possible. On t'apprend à éliminer le maximum de salariés pour que tu faire le même travail avec moins de gens. Voilà ce qu'on t'apprend. Et c'est très bestial, ça, en fait. C'est très simple, c'est très pragmatique. Ça ne demande pas d'intelligence, en réalité, tu vois. Donc on sélectionne une élite pour faire une tâche qui est pour moi ignoble, ou en tout cas qui est pour moi indigne. Voilà, c'est indigne de faire ça, et c'est indigne d'utiliser des intelligences que tu as sélectionnées pour faire ça. Voilà. Et donc moi, ça m'a révolté. Voilà, c'est quelque chose qui m'a révolté, comme un certain nombre de gens dans ces écoles, et du coup, je suis sorti de ce champ-là pour faire autre chose. Mais je trouve ça dégueulasse d'avoir un système social qui sélectionne une élite pour lui faire des choses qui vont pénaliser, nuire à la société, qui vont écraser un certain nombre de classes sociales, qui vont mettre dans la misère plein de gens, et surtout qui vont salir nos vies. Voilà, mais c'est pareil pour les gens qui travaillent aujourd'hui à Facebook ou à Meta. Tu vois, on leur fait faire aux développeurs des choses qui consistent à suraliéner les utilisateurs. Donc on crée un monde qui est dégueulasse, quoi. Voilà. Et tu utilises l'intelligence pour faire un monde dégueulasse. Tu as aussi donné du support à pas mal de causes politiques, dont les Gilets jaunes en France, que c'est un mouvement d'ailleurs qu'en Espagne s'est produit d'une façon différente, mais quelques années avant, avec un mouvement qui s'appelait en espagnol le 15M, qui est plus connu en France par le mouvement des indignés, et qui a débouché sur des formations politiques qui sont aujourd'hui en place, qui sont aujourd'hui au gouvernement. Plus ou moins, on peut dire qu'ils sont les héritiers de ce mouvement. Mais en France, on a l'impression, au moins c'est le point de vue que j'ai, c'est que le mouvement il s'était estompé sans laisser de traces. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, c'est très complexe en France, et les lectures sont très différentes selon je dirais, le champ politique auquel tu appartiens. Les Gilets jaunes ont été construits sur quelque chose de très particulier à la France et à l'extrême gauche française, qui est l'idée qu'on ne veut pas de représentants. Voilà, on refuse l'idée qu'on va déléguer à un représentant ce qu'est le mouvement. C'est-à-dire que le mouvement ne doit pas être récupéré par un parti ou un représentant ou un leader ou un groupe de leaders. Donc on destitue tout porte-parole qui pourrait émerger, tout mouvement, en tout cas tout représentant qui pourrait se réapproprier le mouvement. Donc c'est très très anarchiste, c'est très immanent, c'est très venu de la base. Et c'est très louable politiquement. Le problème, c'est qu'ensuite, quand tu arrives dans le champ politique,
bah, tu ne peux pas combattre face à des gens qui sont élus, qui sont les représentants d'une certaine partie de la population, qui, elle, a accepté d'avoir des représentants. Donc, tu as une partie de la population qui se bat, mais qui décide de ne pas avoir de représentants. Donc, n'ayant pas de représentants, bah, elle ne peut pas jouer le jeu politique, institutionnel, classique. Et en même temps, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de nouveau et de radical dans ces mouvements-là. Ça annonce ce qui pourrait advenir plus tard politiquement, c'est-à-dire un monde où on refuse d'élire des gens qui vont nous trahir de toute façon, quoi, qui ne vont pas respecter leur mandat, et de se dire bah, le pouvoir revient au peuple. Mais il me semble que c'est possible que dans les petites communautés, ça. Tu vois, c'est possible à une certaine échelle humaine. Quand tu parles de 68 millions de personnes, tu ne peux pas gérer un pays, évidemment, de cette façon-là. Donc ça veut dire que soit vont éclater tout un ensemble de communautés qui vont effectivement travailler sans représentants et fonctionner en démocratie directe, soit ça ne marche pas. Voilà, tu vois. Donc les gilets jaunes, ça me paraît intéressant, comme dans les ZAD, etc., où tu marches en démocratie directe parce que tu es 300, tu es 500, à la rigueur 1000 au maximum, mais on sait qu'en gros, anthropologiquement, au-delà de 500 personnes, tu ne peux pas travailler sans représentant. Voilà. Donc ça veut dire que soit on rééclate la société en communauté, en fédération, etc., soit il va bien falloir qu'une émergence, en tout cas, de représentants se fasse. Donc c'est compliqué, voilà. Moi, je comprends très bien, je suis d'extrême gauche, je comprends très bien. Moi, je suis contre, effectivement, l'idée d'avoir des représentants qui s'accaparent, tu vois, le mouvement et qui vont forcément le trahir. Et en même temps, je comprends bien que politiquement, ça fait que les Gilets jaunes, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de débouché politique. Revenons un peu sur l'écriture. Tu es aussi connu parce que tu crées plein de néologismes, de nouveaux concepts pour exprimer quelque chose de bien précis. Mais on sait aussi que le langage, ça peut être un outil de contrôle social, dont tu en parles, ou bien quand tu prétends des libérations. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette question? Le langage, ça reste... tu vois, c'est marrant, je discutais avec un spécialiste des IA ici, et il disait ça, il disait le langage, ça reste l'interface magique et majeure d'accès au cerveau, quoi. En fait... c'est la meilleure interface possible pour accéder au cerveau des gens, et le cerveau va redistribuer tout un ensemble de choses, de comportements à partir de ce que le langage va informer. Donc le langage, ça reste la plus grande et la plus efficace de toutes les interfaces. Donc c'est normal que les pouvoirs systématiquement essayent d'investir le langage, parce qu'ils savent qu'à travers le langage, on va véhiculer un certain nombre de mots d'ordre, un certain nombre de comportements, un certain nombre de... On va modifier les perceptions du monde, on va modifier la façon dont les gens votent, dont les gens agissent, etc. Et du coup, ils travaillent forcément sur cette interface. Comme moi, je travaille sur cette interface. Moi, mon boulot, c'est aussi de travailler sur une interface qui est celle du langage. L'immense différence, évidemment, c'est que dans un cas, les politiques utilisent des éléments de langage, c'est-à-dire qu'ils sélectionnent dans le langage un certain nombre de mots qui vont agir comme des prompteurs, voilà, comme des mots d'ordre dont ils espèrent qu'ils vont générer des actions relativement claires, évidentes et allant dans le sens qu'ils veulent. Donc ils veulent que l'induction, que la conduction des comportements soit la plus précise possible, et ils pensent qu'il y a certains mots-clés qui permettent ça. Voilà. Donc ils utilisent le langage comme un prompteur. Vraiment, moi c'est comme ça que je le vois. Nous, normalement, un écrivain digne de ce nom, il utilise le langage comme un vecteur d'ouverture. Voilà. Nous, on ouvre les crânes, on ouvre les cœurs, on essaye d'en faire un outil d'émancipation. Et pour ça, il faut une langue poétique. Il n'y a que la langue poétique qui est capable d'ouvrir comme ça la perception, capable de faire que les mots sont polysémiques, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs sens, et selon la personne qui va les empoigner, les lire, les utiliser, ça va ouvrir des chemins différents. Donc plus ton langage est ouvert, plus il est poétique, plus ça permet aux gens qui rentrent dans ton livre et qui font l'effort de suivre ce livre, de le lire, d'en sortir avec davantage d'énergie, davantage d'ouverture, d'être un peu plus vaste qu'ils étaient au moment où ils étaient entrés dans le bouquin. Donc cette idée d'accroître la profondeur, la hauteur, la largeur de vision et de perception des gens, elle est fondamentale, parce que pour moi, la sensation de liberté, c'est évaster les gens, c'est-à-dire c'est accroître ce volume intérieur. J'ai appris qu'il y a ces écrivains qui ont besoin de se retrouver, de s'isoler même. C'est ce que tu as fait pour plusieurs de tes bouquins, de te retrouver pendant quelques mois en Corse ou ailleurs pour écrire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus sur ton processus créatif? C'est des cycles, hein. La création, c'est vraiment un cycle, c'est-à-dire que il y a des moments donnés où tu reçois. Voilà, moi je suis à San Francisco en ce moment, je reçois. Je me nourris énormément, je prends énormément de choses dans les rencontres, j'écoute beaucoup les gens, j'écoute la ville, j'écoute la rue, etc. Et je suis un buvard, j'absorbe. Et puis tu as le moment où tu vas restituer ce que tu as acquis. En fait, tu vas le métaboliser, c'est-à-dire que tu le transformes dans ta machine intérieure et tu le transformes en œuvre. Et ce moment-là où je métabolise et où je commence à exprimer ce que j'ai reçu, c'est un moment donné où je ne peux pas supporter qu'on me sollicite, où je ne peux pas supporter qu'il y ait quelqu'un à côté de moi, qu'il y ait quelqu'un dans la même maison que moi, qu'on m'appelle, qu'on m'envoie des mails, etc. Je ne supporte rien parce que quelque chose est en train de grandir. Tu vois, c'est vraiment... Il y a une phrase magnifique de Rainer Maria Rilke qui est pour moi la plus belle phrase qu'on ait jamais
écrite sur le travail d'un artiste. Il dit « Je suis dans le travail comme un noyau dans son fruit ». Tu vois ? Et l'image, elle est parfaite. C'est-à-dire que tu es un noyau comme ça qui est en train de pousser, en train de se dilater. Et autour de toi se dilate le fruit, se dilate l'abricot, se dilate la pomme, etc. Et tu es en train de faire grandir et mûrir ce fruit. Et il ne faut absolument pas qu'il y ait un oiseau qui arrive, qu'il y ait quiconque qui arrive. Il faut que tu sois au cœur de ce noyau, protégé presque par ton fruit, que le fruit se dilate de l'intérieur par toi. Tu vois ? Et ça empêche pour moi que quiconque vienne. Voilà. Moi, je ne peux pas le faire au milieu d'un café, dans un métro. Il y a des gens, j'ai des amis qui écrivent dans des métros, dans le café. Moi, je ne peux pas. J'ai besoin d'être absolument seul en montagne. J'ai besoin de travailler 24 heures sur 24 sur l'ouvrage, de sortir 3 ou 4 heures en pleine nature tout seul, de rencontrer personne. Pour finir, une dernière question, Alain Damasio. J'ai appris que tu étais en train de travailler sur un projet un peu particulier dans la montagne, un espace de vie, de partage. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît ? C'est une zone où on veut expérimenter des choses sans savoir si on va réussir, sans savoir si on va se planter, mais expérimenter une sorte d'autonomie alimentaire en créant du maraîchage de montagne, c'est en faisant pousser des fruits et des légumes en montagne à 1300 mètres dans les Alpes françaises, en développant un autre rapport à l'animal. Voilà, on a des chevaux, on a des chevaux qu'on élève, mais qu'on n'élève pas pour faire des poulains et les vendre, mais qu'on élève pour développer un rapport particulier à l'animal, parce que le cheval est juste entre l'animal sauvage et l'animal domestique, donc on a envie de rebâtir un lien particulier avec ce monde animal-là par le cheval. On a ce qu'on appelle une école des vivants, c'est-à-dire c'est une espèce d'organisme de formation où on fait des stages à la fois artistiques, politiques et écologiques. C'est-à-dire on pense que les 3 sphères sur lesquelles il faut travailler aujourd'hui politiquement, c'est le développement de la créativité, d'accord, par l'art, parce que l'art reste pour moi un grand vecteur d'émancipation, d'ouverture, d'accomplissement. Avoir une dimension politique, c'est-à-dire que je considère que l'action politique aujourd'hui, elle est un peu trop classique, un peu trop attendue par les pouvoirs. On utilise la manifestation, les occupations, on utilise des outils politiques qui sont relativement anticipés par les pouvoirs en place et qui ont plus d'efficacité. Donc travailler sur l'idée d'action directe, tu vois, d'avoir des actions directes plus nouvelles, plus inventives. Travailler aussi sur tout l'aspect politique de l'intelligence collective, c'est-à-dire de dire comment utiliser et mettre en place des communautés où il n'y ait pas systématiquement un leader qui émerge, qu'il n'y ait pas les égos ou les plus charismatiques qui dirigent, qu'il n'y ait pas des problèmes de pouvoir aussi très classiques. Donc ça, c'est tout un travail sur ce qu'on appelle la gouvernance partagée, l'intelligence collective. C'est des techniques qui ont été travaillées pendant une 50aine d'années, qui sont aujourd'hui assez efficaces, et qui changent complètement le rapport aux choses. Moi, je le découvre, j'ai 50 ans, je le découvre et je vois l'efficacité que ça a. Et je suis très heureux de rentrer là-dedans. Moi, j'ai fait beaucoup de projets où j'étais leader, où je tirais le projet. Et là, je peux enfin écouter, je peux enfin être à ma place au milieu de la communauté. Et puis, après, il y a la dimension, bien sûr, écologique. Donc, c'est ce qu'on appelle le rapport au vivant, rapport aux animaux, rapport aux végétaux, rapport aux écosystèmes. Retrouver tous ces liens et qui passent par aussi bien ramasser des champignons que faire du pistage, être capable de reconnaître les traces des animaux, être capable de comprendre qu'on habite dans l'habitat des autres espèces, retrouver tout cet ensemble de liens avec, par la cueillette, par plein de choses, avec le vivant qui, pour moi, est vraiment un horizon désirable et qui pourra contrebalancer le capitalisme de désir qui est, lui, vraiment centré sur la technologie. Donc il y a tout ça qui se met en place, mais on veut que ça soit un lieu très ouvert, un lieu de brassage, un lieu de rencontre, que ça soit un lieu intelligent aussi, c'est-à-dire où il y ait de la recherche intellectuelle, universitaire. Donc là, on fait venir déjà beaucoup de séminaires d'université. Et de se dire, dans cette zone-là, on va expérimenter des choses qui, peut-être, amélioreront à terme la société ou donneront envie à d'autres gens de créer aussi ce type de zone. Et en fédérant ces zones, en les liant, en créant des fédérations, etc., on espère progressivement faire basculer le capitalisme vers autre chose. Voilà. Moi, je crois qu'il faut que les gens retrouvent de la puissance. Et la puissance, tu la retrouves si tu fais toi-même les choses dans un lieu, que tu as la chance d'avoir un territoire intéressant que tu peux déployer, et qu'ensuite tu articules évidemment toutes ces autres. Il ne s'agit pas d'une autarcie, il ne s'agit pas d'être isolé, il ne s'agit pas de... Donc on travaille là-dessus, mais c'est très difficile, c'est compliqué, il faut de l'argent, on n'arrive pas à avoir... Voilà, il y a tous les enjeux économiques aussi. C'est presque une utopie, non? Après, ouais, c'est une utopie à tout petit niveau, mais c'est surtout une utopie insérée dans un tissu social existant et politique existant. C'est-à-dire que moi j'ai plus envie que ça soit une sorte de base arrière pour les luttes aussi, tu vois, pour les luttes en ville, pour les luttes politiques. C'est-à-dire que les gens qui viennent là retrouvent de l'énergie pour mieux mener les luttes, tu vois,
et retrouve de la créativité pour mener l'élu d'une façon originale aussi, tu vois, d'une façon que le pouvoir ne va pas anticiper. Et aussi que ça soit un lieu où tu te formes et te transformes à des façons de vivre collectivement, de vivre ensemble collectivement, qui soient réellement démocratiques et qui ne refassent pas tous ces problèmes de représentants, de porte-parole, d'ego, de pouvoir. Et ça, il faut des techniques très précises pour ça. Ça ne vient pas tout de suite, c'est une autre anthropologie des rapports humains. Et tu dois apprendre ces techniques aussi pour apprendre à fonctionner différemment. Donc pour moi, la notion d'école, elle est très importante. C'est-à-dire que on ne change pas le monde sans s'éduquer, sans s'auto-éduquer, sans se former. Tu vois, on ne se transforme pas si on ne se forme pas. Ça, je suis convaincu de ça. On ne va pas d'un coup c'est pas avec un bon livre, même un livre super chouette, que tu changes les gens. C'est parce qu'ils vont expérimenter d'autres façons de... Donc pareil, on mange bio, on mange local, on mange frais, on cherche l'autonomie énergétique au maximum, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit écologiquement, évidemment, soutenable. Donc il y a plein de choses qu'on essaye de faire. Progressivement, c'est compliqué. Là, on est 7 dans le noyau dur, on essaye d'amener des gens. Mais voilà, pour finir là-dessus, on appelle ça une ZEST, c'est ça qui est rigolo en français. Donc, ZEST, c'est un acronyme qui dit Zone d'expérimentation sociale, donc c'est sur les rapports sociaux, l'intelligence collective, etc. Terrestre, c'est au sens de Bruno Latour, c'est-à-dire on est ancré dans la terre, on est ancré sur un territoire, on est ancré sur l'écologie. Et enchanté. Le dernier terme, c'est enchanté, j'y tiens, parce que c'est dire, voilà, il faut que ça réactive du désir, ça donne envie aux gens. Voilà, moi ça sera réussi si les gens qui viennent là-bas, ça leur donne envie de le faire, ça leur donne envie de développer ça pour eux, et qu'ils ressortent avec une énergie voilà, décuplée. Donc c'est ça, donc il y a un côté enchanteur qu'il faut porter, parce que si tu n'enchantes pas, bah, les gens finiront dans le métaverse, tu vois. Parce que le métaverse, il essaie de t'enchanter avec... Donc c'est trouver, moi j'ai dit toujours ça, il faut battre le capitalisme sur le terrain du désir. C'est là qu'il a gagné aujourd'hui, il a gagné sur le terrain du désir. Il a transformé les désirs en pulsions et en besoins, c'est vrai, mais il a gagné sur le terrain du désir quand même. Et il faut trouver quelque chose où tu puisses le battre sur le terrain du désir. Et pour moi, c'est dans ce rapport collectif, dans le plaisir qu'on a à être ensemble, de bien manger, ce côté épicurien, de bien boire. Il y a des fêtes, on est lié à tout ce qui se passe sur la vallée, et on apprend des choses super intéressantes, on fait de l'art, on fait de l'écologie. Et j'ai l'impression que ça va créer quelque chose qui donnera envie. Voilà, donc en tout cas, c'est donner envie. Ouais, ça, c'est le premier truc. Merci beaucoup, Alain. Merci. Merci beaucoup.